Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et je suis avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, pour animer Poire et Cahuète. Salut Jean-Laurent. Bonjour Hélène. Dans cet épisode, on a choisi de parler de racisme, un thème remis sur le devant de la scène de manière internationale par le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Et comme Jean-Laurent et moi sommes tous les deux blancs de peau, et aussi et surtout parce que c'est un prisme qui nous intéresse, on va se pencher sur la façon dont les blancs appréhendent ce sujet du racisme. Il me semble qu'on est à un moment où des personnes blanches semblent découvrir qu'elles le sont, qu'elles sont imbriquées, parfois malgré elles, dans une construction sociale où la couleur de peau joue un rôle. Alors, comment réagissent-elles ? Comment est-ce qu'elles se positionnent par rapport à cette construction sociale ? Avec Jean-Laurent, on a identifié deux attitudes qui sont médiatisées en ce moment, qui sont mises sur le devant de la scène, qui ne sont évidemment pas les seules qui existent, mais dans lesquelles peut-être que vous allez reconnaître certains de vos proches. On a donc choisi de s'intéresser d'un côté aux blancs progressistes dits woke, ce qu'on pourrait définir comme éveillés, conscientisés. Ce sont des personnes qui sont très engagées dans les luttes antiracistes. Et puis, à l'autre bout du spectre, le pôle conservateur, pour ne pas dire franchement réactionnaire, qui fait de la blanchité une identité et qui la revendique. C'est un choix de thématique d'épisode qui peut effectivement sembler surprenant. On est blanc, il y a beaucoup de blancs, il y a une vingtaine d'années, c'était des expressions qu'on entendait plutôt dans la bouche de militants du FN. En ce temps-là, se mobiliser contre le racisme, c'était dépasser les préjugés, affirmer qu'on ne voyait pas de différence entre les individus, qu'il n'y avait pas de couleur, qu'elle ne comptait pas. On attendait des blancs qu'ils fassent preuve de bienveillance vis-à-vis des minorités, qu'ils élargissent en quelque sorte le cercle pour leur faire de la place. C'était donc un rôle assez confortable qu'ils avaient à jouer. Or, depuis quelques années, dans les textes des auteurs de la pensée antiraciste, ce qu'on appelle le courant postcolonial, on n'attend plus seulement des blancs qu'ils soutiennent leurs potes noirs ou maghrébins, selon le slogan célèbre d'SOS Racisme « Touche pas à mon pote », mais qu'ils entament un véritable travail sur eux-mêmes, qu'ils se pensent en quelque sorte en tant que blancs. On est donc passé d'un état de normalité entre guillemets, ou de neutralité, être blanc est une non-question, une identité par défaut, à un nouveau discours sur le fait qu'être blanc est une identité parmi d'autres, une identité qui implique une certaine position, c'est le fameux privilège blanc qui déchaîne Twitter et les pages tribunes et opinions de la presse écrite depuis plusieurs semaines. Alors certaines expressions rendent bien compte de ce nouveau prisme et de cette nouvelle perspective, comme le fait de checker ses privilèges, injonction des réseaux sociaux woke, progressistes, qui consiste justement à se positionner par rapport à certaines caractéristiques de son identité et à se demander si elles ne font pas l'objet d'une forme de supériorité ou de privilège. Oui, c'est vrai que cette notion, ce concept de privilège blanc ressort beaucoup en ce moment, on l'entend un peu à toutes les sauces. Pour rappel, le privilège blanc, c'est une construction sociale qui permet aux personnes blanches de jouir d'un statut privilégié plus élevé sur la base d'inégalités raciales, en profitant de ces inégalités, soit dans le temps présent, soit en ayant bénéficié d'avantages tirés de l'exploitation d'autres catégories de population. On a contacté Julien Suodo pour qu'il nous en parle. Julien Suodo, c'est un enseignant aux États-Unis. Il enseigne la civilisation et la langue française en Pennsylvanie, dans une université, Bryn Mawr College, qui est, nous a-t-il dit, très en pointe dans les luttes progressistes. Il est par ailleurs romancier. Son dernier livre, Le sang noir des hommes, porte sur le viol colonial. Et il écrit aussi pour Slate. On l'écoute. J'ai entendu, il y a pas longtemps à la radio, une éditorialiste qui disait, voilà, en fait, le privilège blanc, c'est ça. Je pensais être antiraciste. Toute ma vie, j'ai pensé être antiraciste. Et en fait, j'étais raciste sans le savoir. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et ça, c'est réellement un stéréotype. La réflexion sur le privilège blanc, en tout cas la manière dont moi je le conçois, ça n'est pas je suis raciste ou être raciste, c'est avoir le racisme, au sens d'en être dépositaire par mon ignorance de l'histoire, et en particulier de l'histoire coloniale et de l'histoire de la traite transatlantique et de l'histoire de l'esclavage. Il y a toute une sédimentation qui est à la fois politique, historique, économique, mais également culturelle, puisque la représentation des corps noirs en Occident, enfin c'est l'objet de toute une iconographie raciste qui est multiséculaire. Donc nous sommes tous porteurs de cette sédimentation. Il y a vraiment une géologie du racisme occidental et du racisme français, et nier l'existence de cette sédimentation, c'est effectivement exercer un privilège. Ça ne veut pas dire, encore une fois, être raciste consciemment, intentionnellement ou méchamment, ça n'a rien à voir avec ça. C'est être porteur de ces stéréotypes et continuer à les diffuser par mon ignorance.
Donc on le voit, alors que le concept de privilège blanc a été pendant longtemps mobilisé plutôt par les cercles militants ou les universitaires, il est aujourd'hui beaucoup plus largement utilisé, parfois à tort et à travers, comme on vient de le voir, et on l'entend aussi dans la bouche ou sous le clavier d'instagrammeuses, par exemple, d'instagrammeuses blanches, fitness, feel good, qui ne sont pas du tout dans ces sphères-là, mais qui commencent à s'interroger. Je n'ai pas d'amis noirs dans mon entourage, comment ça se fait? Est-ce que je jouis d'un privilège? Voilà, donc on voit vraiment que ces notions essaiment particulièrement dans la jeune génération. Et à ce propos, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous recommande la lecture de La mécanique raciste, un livre de Pierre Thévagnan, un essayiste et prof de philo. Il est sorti il y a assez longtemps, en 2008, mais il vient de reparaître aux éditions La Découverte avec une nouvelle postface, et il revient sur tous ces concepts-là. Si vous voulez une initiation théorique à la fois simple et consistante, c'est un livre que je vous recommande. Oui, Hélène, tu as parlé des Instagrammeuses woke. C'est vrai que ce nouveau vocabulaire anglo-saxon, il est très générationnel. Dire c'est très blanc, par exemple, c'est imposé en quelques années dans les médias progressistes. C'est assez nouveau. Et il faut bien reconnaître qu'on a changé les règles du jeu en cours de match. Les baby-boomers qui ont grandi avec l'idée qu'il n'y avait pas de couleur, pas de race, peuvent être dépassés par ce nouveau cadre d'analyse dans lequel on parle de blanc, de racisé. Donc dans lequel on met en fait plutôt l'accent sur les caractéristiques des individus. Par exemple, c'est ce qui illustre bien la notion de privilège, qui peut être intéressante conceptuellement. On peut se demander s'il n'y a pas une maladresse ou une provocation à parler de privilège en France, puisqu'on sait que ça renvoie historiquement à la Révolution française, et donc à l'abolition de ces fameux privilèges. On peut se demander si, dans ce contexte-là, très différent de celui des États-Unis, le terme va prendre dans le vocabulaire courant, au-delà des cercles justement militants et conscientisés. Plus généralement, toutes ces nouvelles batailles culturelles qui agitent les célèbres campus américains peuvent apparaître un petit peu désarçonnantes pour le commun des mortels. Je pense par exemple à l'appropriation culturelle, ce qui est le fait d'emprunter dans la chanson ou dans la gastronomie des éléments d'une culture qui n'est pas la nôtre, ou au fait de dépasser l'enseignement des Dead White European Male, ces auteurs blancs européens morts du 18 et du 19e, qui peuplent nos manuels scolaires, sous le prétexte qu'ils sont racistes et sexistes, ce qui est évidemment le cas, comme l'était le cas de toute la société dans laquelle ils écrivaient. Donc c'est vrai que ces nouvelles batailles culturelles très portées par les milieux étudiants et universitaires aux États-Unis sont parfois éloignées de certaines réalités économiques et politiques. On peut se demander si la focalisation extrême sur le tout symbolique, sur le tout culturel et sur la représentation est vraiment efficace. Il suffit de voir la situation actuelle des États-Unis, qui est un pays totalement schizophrène, puisqu'il est constitué d'oasis hyper woke sur les campus, et en parallèle, la situation des Noirs sur le terrain est déplorable, et selon certains observateurs, elle a même tendance à empirer. On peut donc se demander si ce nouveau militantisme n'a pas aussi pour objectif de flatter l'ego de ses promoteurs. Oui, on voit dans une certaine attitude woke des comportements qui parfois vont trop loin, ou en tout cas qui semblent ne pas faire avancer grand-chose, hormis un espèce de concours de points de bonne conduite entre blancs éveillés, à qui sera plus woke que woke. Des attitudes qui peuvent mettre mal à l'aise, et mettre mal à l'aise en premier lieu les personnes concernées, les racisés. On a par exemple cet article de Jezebel, « Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs », signé Brit Bennett, qui est sorti en 2014, mais qui redevient viral ces derniers temps. Durant les 2 dernières semaines, j'ai vu certains de ces gentils blancs se féliciter d'avoir supprimé leurs amis racistes, d'avoir débattu avec les membres de leur famille, ou d'avoir réalisé de petits gestes de bonté envers les Noirs. Parfois, je pense que je préfère le discours raciste à ce type d'autovalorisation. Parfois, j'ai l'impression que les gentils blancs s'attendent à être récompensés pour leur moralité. Nous ne sommes pas comme les autres blancs. Vous voyez à quel point nous sommes éclairés et ouverts, à quel point nous sommes bons. Et si cette attitude woke s'est autant répandue, c'est aussi parce que la pop culture a joué un rôle important dans tout ça. Et à cet égard, on ne peut pas ne pas parler de Netflix. Alors oui, Netflix, depuis plusieurs années, est devenu un véritable relais culturel du mouvement Black Lives Matter. On peut citer plusieurs productions remarquées en lien explicite avec les questions des relations entre noirs et blancs aux États-Unis. Par exemple, la série Dear White People, dans laquelle une étudiante noire anime une émission à la radio du campus sur lequel elle étudie, pour expliquer aux Blancs les paroles et les actes qui la mettent mal à l'aise. Citons également Dans leur regard, mini-série Netflix, réalisée par Ava DuVernay sur l'histoire des 5 de Central Park, 5 jeunes adolescents noirs qui ont été accusés à tort du viol et de l'agression d'une joggeuse en 1989. C'est un fait divers très retentissant dans lequel Donald Trump, à l'époque, avait appelé dans la presse new-yorkaise au rétablissement de la peine de mort.
Autre production qui n'est pas de Netflix, mais qui s'intègre dans ce courant, la version 2019 de la série culte La Quatrième Dimension, qui a fait l'objet d'une dizaine de nouveaux épisodes, et qui est en fait bourrée de thématiques woke progressistes. Cette série a d'ailleurs été produite par Jordan Peele, réalisateur qui est connu pour avoir réalisé le thriller Get Out en 2018. Oui, Get Out, je ne sais pas s'il est sur Netflix, mais en tout cas, c'est vraiment un modèle du genre dans le renversement de perspective. Oui, il est disponible sur Netflix et je recommande vraiment de le regarder parce que c'est un excellent film et je pense que c'est un peu le chef-d'œuvre de cette mouvance. C'est un film qui parle d'une famille de blancs bourgeois et progressistes. Le père souligne qu'il aurait voté 3 fois pour Obama si on lui en avait donné l'occasion. Et cette famille reçoit le copain noir de leur fille. Alors au départ, ils ont un comportement justement hyper woke, très complice, ils en font des tonnes sur leur ouverture, mais progressivement le malaise va s'instiller dans le film, et on va surtout pas spoiler la fin, mais on va se rendre compte très vite que ces gentils blancs, en fait, sont plus qu'ambivalents et sont quelque part peut-être pires que les méchants. Et en fait, ce que tous ces films et toutes ces séries ont en commun, c'est que le spectateur est plongé dans une nouvelle subjectivité. On est dans le point de vue de la minorité. Dans Get Out, en fait, on est dans les yeux du jeune homme noir qui est le héros du film. Le blanc n'est plus du tout un héros, il devient plutôt le méchant. Et on pourrait même dire qu'il devient en quelque sorte le monstre du film d'horreur. Ouais, et ce point de vue, c'est celui qu'adoptait déjà en son temps James Baldwin. James Baldwin, c'est un écrivain, un penseur noir américain. Il était contemporain de Malcolm X et Martin Luther King. Il était engagé lui-même dans les luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Le réalisateur Raoul Peck lui a consacré un documentaire en 2016, I'm Not Your Negro, je ne suis pas votre nègre. Il s'appuie sur un texte inédit de James Baldwin. On va écouter ces mots à travers un extrait. J'ai toujours été frappé, en Amérique, par une pauvreté émotionnelle si abyssale, une peur de la vie et du contact humain si profonde que pratiquement aucun Américain ne me semble en mesure de concilier de façon viable, organique, sa position publique et sa vie privée. Cet échec de la sphère privée a toujours eu l'effet le plus dévastateur sur la conduite des affaires publiques américaines et sur les relations entre blancs et noirs. Si les Américains n'étaient pas aussi terrifiés par leur moi privé, ils n'auraient pas été aussi dépendants de ce qu'ils ont appelé le problème noir. Ce problème qu'ils ont inventé pour préserver leur pureté les a transformés en criminels et en monstres. Et maintenant, il les détruit. Alors toutes ces questions de relations entre les communautés, ce renouveau de la question raciale aux États-Unis est très dépendante de la dynamique multiculturelle. L'évolution des États-Unis est plutôt favorable aux minorités, alors pas à la minorité noire qui elle est plutôt stable, mais aux communautés issues de l'immigration, notamment hispanique. Et dans cette Amérique qu'on a parfois qualifiée de post-raciale, il y a moins de blancs, même s'ils sont encore majoritaires largement. Et paradoxalement, cette Amérique post-raciale a élu Trump. On peut se demander pourquoi, et plusieurs observateurs ont vu le vote Trump comme un vote économique, mais aussi un vote culturel, de panique identitaire, d'inquiétude d'une communauté blanche, notamment populaire, ouvrière, qui deviendrait à terme minoritaire. Alors en France, on connaît très bien ce phénomène sous le nom de grand remplacement, une théorie qui a été installée dans le débat public par l'extrême droite. Je voulais parler à ce propos du livre de Paul Conge qui est paru très récemment chez Arké. Le livre s'appelle Les Grands Remplacés, enquête sur une fracture française. Alors le journaliste y enquête sur le milieu des jeunes remplacistes, ces jeunes hommes blancs qui sont paniqués par leur devenir minoritaire. C'est un peu comme si les Renaud Camus, Richard Millet et Éric Zemmour avaient eu des fils spirituels qui reprennent leur thèse mais dans un style beaucoup plus pop. Il s'agit d'une nouvelle contre-culture de droite radicale, une forme d'alt-right française, c'est comme ça l'alt-right qu'on a appelé la base des supporters de Trump sur Internet. C'est une sorte de point de rencontre entre la culture mème et lol d'Internet et les thèses du grand remplacement. On y trouve des fans de jeux vidéo, des youtubeurs, des coachs en séduction. Les thématiques privilégiées de cette mouvance sont l'identité malheureuse et la panique identitaire, qui touchent surtout des jeunes hommes blancs, qu'on appelle parfois les petits blancs, qui vivent en banlieue ou dans le périurbain. Parmi les influenceurs de cette mouvance, on trouve le blogueur Papacito. C'est un commentateur issu de la droite nationaliste qui se définit comme royaliste. Il est connu pour avoir été dans les années 2010 l'auteur du blog Fils de pute de la mode, un blog qui fustigeait ce qu'il appelait les hommes soja et autres tarlouses de Canal+. Papacito est fasciné par le Moyen-Âge et les chefs d'État à poigne, comme on va l'entendre au micro de Sud Radio où il était l'invité d'André Berkoff.
Poutine, il conduit des porte-avions, il fait de l'hélicoptère, il pêche des truites, il chevauche des ours. Enfin, le mec n'arrête pas. En fait, toute la journée, c'est Action Man, Poutine. Donc les Russes, le gosse, il voit Poutine, il a envie de l'obéir, il sent qu'il appartient à une nation qui va de l'avant. Quand je me tourne vers Macron, il fait du vélo, il met des chandails sur les épaules comme un mec du Cap Ferré, il invite des transsexuels pour la fête de la musique. Bon, il y a un moment, on voit bien qu'il y a quand même deux mondes, il y a le monde du progrès. Et puis il y a le monde de Poutine, voilà. Donc on le voit bien, hein, les grands remplacés sont inquiets de la diversité ethnique croissante du pays, mais ils le sont aussi de ce qu'ils appellent, entre guillemets, la tafiolisation de l'homme blanc. Ils fréquentent beaucoup les salles de muscu, ils sont obsédés par les écoles de séduction sur Internet et par cette peur de devenir des lopettes, des fiottes, hein, dans leurs termes. Voilà, donc il y a toutes, on voit qu'en fait les thématiques identitaires à la fois raciales et de genre, en fait forment une sorte de système. Oui, et heureusement, face à cette peur panique, certains ont quand même encore du second degré, et on voit que ce motif de l'homme blanc fragile, fragilisé, est pas mal utilisé en humour, dans le stand-up, notamment ces derniers temps, et ça donne lieu à des productions un peu plus intéressantes que La Verve de Papacito. Oui, alors là, on ressort de l'alt-right, hein, de la droite nationaliste et radicale, pour parler plus généralement d'une figure qui s'est imposée ces dernières années sur Internet et dans l'humour, c'est la figure du Babtou fragile. Alors Babtou, c'est le verlan du terme Toubab, hein, c'est un terme wolof utilisé en Afrique de l'Ouest pour désigner un blanc européen. Et par extension, le Babtou, c'est devenu un homme timide, trop sensible, qui ne sait pas se défendre, une figure de victime. C'est également devenu un mème, une blague à Internet sous l'appellation de Babtou fragile. De même qu'il a existé un humour qu'on a appelé communautaire, hein, parce qu'il se moquait des stéréotypes associés à telle ou telle communauté. On pense aux humoristes du Jamel Comedy Club, ou à des comédies comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Eh bien, on voit émerger un humour qui prend le fait d'être blanc comme un sujet de sketch à part entière. C'est ce qu'on va entendre avec ce sketch du célèbre youtubeur Norman, un sketch qui s'intitule tout simplement « Être blanc ». Moi je suis blanc, un bon gros babtou. Et parmi les blancs, je suis vraiment très très blanc. C'est-à-dire que moi, quand je prends une photo la nuit avec le flash, je reflète la lumière. On dirait un panneau de circulation. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de potes issus de la diversité. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines ethnies qui sont quand même plus chaleureuses que d'autres. Je sais des fois, quand un Renois croise un autre Renois inconnu, on dirait qu'ils sont méga potes depuis des années. Excuse-moi, est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a l'air, Samedi ? Ouais, tout droit sur la gauche, frère. Merci. Ah bah, putain, t'as sûr. Ça, c'est lourd. Attends. Merci. Alors que quand un blanc croise un autre blanc inconnu, c'est pas pareil. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? On se tutoie direct, carrément. Bah attends, on est voisins depuis 2 ans, on peut quand même se tutoyer. S'il vous plaît, agression au 3e, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, il est très agressif, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Mais bon voilà, je suis blanc, très blanc. Et alors c'est comme ça, rien ni personne pourra m'empêcher de kiffer la vie, même pas les coups de soleil. Voilà, on vient d'écouter Norman. On aurait pu aussi vous passer un sketch de Paul Mirabel du Jamel Comedy Club, Je me suis fait racketter, qui est un peu dans le même style, où voilà cette figure de l'homme blanc frêle est mise en scène pour devenir un motif comique. Et ça, c'est des choses qu'on voyait pas du tout avant. Et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que être blanc n'est plus un impensé comme ça l'était avant, puisque ça a infusé à ce point-là dans la culture populaire et dans les esprits de tout le monde. Et c'est la fin de ce Poire et Cahuète que vous pouvez retrouver sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahuète, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.